Bienvenue dans Carnot Inside, le podcast qui vous emmène au cœur des innovations. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Denis Muller, directeur général de l'association des Instituts Carnot. Bonjour Jean-Denis. Bonjour. Et Marc Giget, président du Club de Paris des directeurs de l'innovation. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Marc, Jean-Denis, ensemble. Vous œuvrez pour approcher la recherche et l'industrie en contribuant à faire avancer l'innovation en France. Au travers de cette discussion, nous allons explorer vos histoires respectives, non pas la vôtre personnellement, mais l'histoire de vos organisations, celles que vous représentez. Et on va comprendre comment vos organisations collaborent pour l'avenir de l'innovation. Je vous propose de démarrer cet entretien. Alors ma première question, elle est très simple. J'aimerais comprendre l'histoire, l'origine de vos organisations respectives pour mieux les connaître. Marc Giget, président du Club de Paris des directeurs de l'innovation. Comment on peut raconter cette histoire ? Bon, c'est simple, il date d'il y a une quinzaine d'années. 2008, l'année où le monde a failli s'effondrer. L'intérêt de se retrouver, en fait, c'est bâti sur le principe des clubs de retour d'expérience. C'est-à-dire des gens qui ont le même métier, la même fonction, se rassemblent pour échanger ce qu'ils font de bien et de moins bien. Ça fait transverse, apprendre ensemble, visiter, aller rencontrer leurs alter-ego étrangers, et puis se former ensemble. Et ça regroupe une centaine de grandes entreprises. L'association des centres Carnot est aussi dedans, et aussi des ministères, des organismes publics et quelques ONG. Donc c'est un réseau de directeurs, de directrices de l'innovation, d'entreprises de tailles différentes. Oui, plutôt grande. Grande ou ETI, en vocation mondiale, on est quand même très international. Ouais. Et c'est le principal dans le monde, quand même, comme taille. Donc on coopère avec nos alter-ego dans les autres grands pays, quoi. On va parler des autres pays dans quelques instants. Jean-Denis, les Instituts Carnot prennent leur histoire, leur fondement où, quand, comment ? Alors, la création officielle, c'est 2006, la création des Instituts Carnot, du label Carnot, puisque les Instituts Carnot, ce sont des laboratoires qui sont labellisés pour leur excellence dans la recherche partenariale. Mais en fait, il faut chercher leur histoire bien plus tôt, puisque à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, l'État français a créé de grands organismes de recherche, par exemple l'INRAE, le CEA, l'ONERA, qui étaient des organismes de recherche partenariale avec l'industrie, pour redresser l'industrie française dans les secteurs stratégiques. Et en fait, les Carnot sont les héritiers de ces organismes, qui d'ailleurs pour la plupart en font partie. Et donc en 2006, il y a eu la volonté de créer un réseau de laboratoires, d'organismes, d'instituts, d'universités, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de design, pour mettre tout ce monde-là en réseau. Et donc, ça représente aujourd'hui 20% de la recherche publique française. Ce sont les 20% qui sont les plus impliqués, les plus focalisés sur la recherche partenariale contractuelle, c'est-à-dire des relations bilatérales avec des entreprises pour développer leur innovation à base de recherche qui est développée dans nos laboratoires. Donc dans ce podcast, on a d'un côté un réseau de centres de recherche et d'un côté des grandes entreprises avec des directeurs, des directrices de l'innovation. Oui, ça recouvre aussi R&D, innovation et digital, innovation et développement durable. Ouais. Mais c'est en fait ce qu'on va développer pour que l'entreprise continue à exister dans le futur. Et si vous êtes dans ce même podcast ensemble, c'est pour parler de ces innovations, de ces recherches partenariales. On est, j'ai l'impression, avec les bonnes personnes pour en discuter. Quels sont les principaux objectifs qui sont partagés par ce partenariat entre vos organisations, le Club de Paris des directeurs de l'innovation et les Instituts Carnot ? Marc ? Nous, c'est la rencontre. Par ma carrière, j'ai été du côté recherche et du côté entreprise en prenant, et j'ai vu que ce monde-là se rencontrait pas suffisamment. Enfin, beaucoup moins que dans d'autres pays. Le public a son histoire, le privé a son histoire. Et donc, qu'il fallait les mettre en relation parce qu'ils ont un intérêt commun qui est un champ technologique particulier. Et dès qu'ils se rencontrent, en fait, ils ont plein de choses à se dire, ils vont les uns chez les autres et ça marche. Donc, plutôt que des procédures compliquées, on fait des rencontres thématiques, des rencontres nationales, des rencontres à tout bout de champ pour que ces gens-là maillent ensemble. C'est le principal objectif. Ensuite, ils font ce qu'ils veulent ensemble. Donc, on essaie de monter des lieux de rencontre et un peu plus, mais ça, c'est Jean-Denis qui Jean-Denis, qu'est-ce qu'il y a en plus dans cette collaboration, ce partenariat ? Alors déjà, ce qu'aurait pu dire Marc, il n'a pas dit, mais donc je vais le dire, c'est que l'innovation, ce n'est pas que la recherche et développement, bien sûr. L'innovation, c'est bien plus complet, bien plus riche que ça. Mais il y a quand même une brique, souvent, ou parfois, qui est la recherche, c'est-à-dire la technologie, la science. Et dans certains domaines, lorsqu'on veut vraiment développer un produit innovant, dans certains domaines, il est absolument crucial de maîtriser la technologie. Et maîtriser la technologie, quoi qu'on dise, ça ne se fait pas dans un garage. Ça se fait dans un laboratoire de recherche avec des chercheurs professionnels. On ne s'invente pas chercheur en intelligence artificielle, par exemple, ou dans toute autre technologie ou toute autre science. Et donc, une entreprise qui veut vraiment maîtriser une technologie a tout intérêt à s'associer à un laboratoire de recherche avec des chercheurs qui ont travaillé sur le sujet depuis 5, 10, 15, 20 ans. Alors celles et ceux qui nous écoutent peuvent se dire, mais à quoi ça va servir ? Comment je peux concrètement exploiter ce partenariat, ces différentes organisations pour mon organisation ? Est-ce qu'on a un peu de concret à partager Déjà, la rencontre, elle peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de faire un laboratoire commun.
Les laboratoires communs, c'est un grand succès français, on peut dire. C'est-à-dire qu'un laboratoire à la pointe de la recherche dans son domaine va installer un laboratoire dans l'entreprise qui est leader elle-même sur ce sujet, ou l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont travailler ensemble sur des projets de développement. Donc, tout en gardant leur activité recherche. Et on en est, je sais pas, plus de 250 et quelques. On a des chiffres assez intéressants. On a des chiffres. Nous, le réseau Les Carnot, à lui seul, crée plus de 50 laboratoires communs par an. Oui, le CNRS en crée plein. Voilà, et le CNRS fait partie également des Carnot. Donc, je prends un petit exemple ça fait des centaines. Tefal, qui est le leader mondial des appareils ménagers pour la cuisine et tout, qui a besoin de matériaux sophistiqués, compatibles alimentaires, pouvant chauffer et tout le bardard. Ils ont un laboratoire commun, je crois que CNRS avec d'autres instituts, qui sont spécialistes de ces matériaux au niveau mondial. Et donc, il y a tout l'intérêt, l'accès au meilleur état de la recherche, si du coup, il est chez eux, quoi. Donc, on peut guère faire plus proche. Ouais, on peut guère faire plus proche. Et j'imagine que dans les directeurs et directrices de l'innovation que représente Marc dans son association, il y a un vivier intéressant pour les laboratoires de recherche qui peuvent trouver un modèle économique pour approfondir leur recherche de leur côté. Tout à fait. Alors, c'est même pas le modèle économique. En fait, notre sauce secrète, c'est que en associant un laboratoire à une entreprise, ça démultiplie les possibilités, ça démultiplie les idées. 1 et 1 font 3. Un chercheur tout seul ou un industriel tout seul n'ira jamais aussi loin qu'un chercheur main dans la main avec un industriel. Ça, on en est tous absolument convaincus. C'est le message qu'on essaie de porter les uns et les autres. Et donc, c'est ça qu'on essaie de pousser. Alors, si on compare par rapport à des structures étrangères, en Allemagne, il y a les instituts Fraunhofer qui existent, qui permettent également ces rapprochements. Comment on pourrait comparer pour comprendre un peu, est-ce que l'Allemagne a été quelque part prescriptrice? Est-ce qu'elle a été première de cordée pour créer ce type de rapprochement, Jean-Denis? Alors, en quelque sorte, puisque les Fraunhofer ont été créés par l'Allemagne à la fin de la guerre, pour redresser son industrie, l'idée, c'était d'appuyer les PME et les ETI allemandes avec justement cette capacité des laboratoires à leur apporter de la technologie et de la science. Comme j'ai dit tout à l'heure, en France, le choix a été d'adosser aux grands groupes dans les secteurs stratégiques, l'aéronautique, le nucléaire, puis l'espace, des grands organismes de recherche, puis dans un deuxième temps, en 2006, de créer des Carnot sur le modèle d'ailleurs des Fraunhofer. Alors, on n'est pas exactement une décalcomanie des Fraunhofer, on a nos spécificités, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en quelques années, on a rattrapé le volume d'affaires de recherche partenariale des Fraunhofer en 5 ou 6 ans, et donc maintenant, on joue d'égal à égal. On a un chiffre d'affaires très important avec l'industrie. Quels sont, selon vous, les principaux succès du modèle de vos organisations respectives? Pourquoi ça marche? Parce que ça marche. Marc? Nous, ça marche très bien, à vrai dire. Mais surtout en période de crise, on a vu le monde tel qu'il est là, la puissance des États-Unis, les Chinois, etc., les gens qui sont responsables de développer les activités futures d'une entreprise, c'est pas facile. Ils préfèrent se retrouver régulièrement, dire comment vous faites chez vous, où vous en êtes. Mais on partage des informations facilement entre directions de l'innovation? On va pas échanger les brevets qu'on a dans les coins. Nous, on nous avait dit, mais attendez, il va y avoir du sang sur les murs, si vous êtes Chanel avec Hermès. Et il y en a pas. Mais non. Renault rêve pas toutes les nuits d'étrangler Peugeot, si vous voulez, c'est un mythe. Une nuit sur deux, peut-être. Ils sont dans les mêmes syndicats professionnels et ils ont en moyenne une centaine de programmes de recherche communs. Ah oui, donc ils travaillent ensemble. Oui, donc ça, c'est un mythe, si vous voulez. Le contraire, c'est plutôt de les pousser à ne pas que rester qu'entre les gens du même domaine, pour s'ouvrir à l'extérieur. Et puis, on arrive en force quand on va à l'international, parce que... C'est ça, c'est aussi une notion de souveraineté, quelque part, que de faire se rassembler des directions d'innovation. Comme on n'est pas très grand, mais on a des puissantes multinationales, quand même. Et des idées, paraît-il. Oui, qui arrivent juste après les GAFA, c'est pas n'importe quoi, des entreprises. Ça nous permet ensemble d'accéder au meilleur. Là, on va en Inde, par exemple, la semaine prochaine. Donc, on rencontre les dirigeants, les responsables, les ambassadeurs et tout, parce qu'on est ensemble. On est ensemble. Parce qu'on se dit en face, on a des groupes qui ensemble pèsent plus que 2,5 fois le PNB de la Russie. Donc, ça vaut la peine quand même de les rencontrer. Jean-Denis, du côté des instituts Carnot, alors je pourrais dire exactement la même chose que Marc, en remplaçant le directeur de l'innovation par directeur d'Institut Carnot, grand groupe par laboratoire ou lycée de recherche. Donc j'incite vos auditeurs à rembobiner, à écouter 2 fois le podcast. Est-ce que c'est une manière aussi d'avoir des... C'est cet effet réseau en fait qui compte. Voilà, se connaître personnellement, échanger au-delà des problèmes de confidentialité qui existent bien sûr, mais comme le dit Marc, c'est un faux problème. Les gens ils échangent, ils ont besoin d'apprendre les uns des autres, et c'est exactement ça qu'on fait tant dans le club de Paris des directeurs d'innovation que dans le réseau des Carnot. Les gens se connaissent personnellement et parlent à plus haut niveau.
Et oui, aujourd'hui, on parle d'une bataille technologique mondiale. Partout, vous voyez ça. En fait, pour les entreprises, ce qu'elles veulent pour tenir face aux grands qu'il y a dans d'autres pays, c'est d'accéder à la meilleure technologie possible. Et il y a 4 façons de le faire, il n'y en a pas plus que ça. Faire sa propre recherche-développement, mais les domaines changent tout le temps et il faut 10-15 ans pour accéder à un certain niveau, on peut pas être sur tout. C'est d'acheter la technologie, tout simplement, à Huawei, à Microsoft, à ce qu'ils voulaient. À ce moment-là, il y a de dépendance, ils vous vendent pas le dernier état de la question. Il y a un mythe, c'est d'absorber des startups. Les startups sont dynamiques, mais elles contrôlent pas la techno. Elles font même pas 0,1% des brevets. Et puis, il y a passer un accord avec les meilleurs centres de recherche du monde. C'est plus la voie européenne, chez eux, un peu japonaise aussi, qu'américaine. Et là, ça peut être le coup gagnant, puisque d'emblée, vous êtes au meilleur état de la techno. On a des centres de recherche qui sont vraiment tout à fait comparables aux meilleurs du monde, et on a des domaines où on est leader. Il n'y en a pas où on soit lourdement dépassé. En tant que citoyen, il y a peut-être une petite musique qui dit les meilleurs chercheurs partent aux États-Unis, partent ailleurs. Est-ce que finalement ce rapprochement entre public et privé, c'est transformer des vocations de chercheurs en France pour qu'ils puissent trouver, pour le coup, j'y reviens, un modèle économique, une carrière concrètement en France, Jean-Denis? Alors certainement, la notion de souveraineté, effectivement, passe aussi par garder nos meilleurs chercheurs sur le territoire français. Donc dans certains domaines, effectivement, on peut parler de l'IA, il y a une très forte attirance pour certains pays, effectivement, puis qui payent les chercheurs beaucoup plus. Mais je ne pense pas que ça soit une généralité. Mais il est évident que si on avait plus de possibilités pour nos jeunes chercheurs de collaboration recherche-industrie, ce serait certainement un facteur pour les garder sur le territoire, certainement. Et puis faire savoir que ça existe également, ces partenariats, et qu'on peut créer des vraies Exactement. carrières, qu'on peut aussi... Exactement. Ils voient l'utilité sociale, économique, emploi de ce qu'ils font. C'est ça. Parce que c'est important, on fait pas juste pour de rire. Et comme le disait Marc, on est vraiment au meilleur niveau mondial. En IA, c'est pas la peine de le répéter. Les chercheurs, les dirigeants, les grands laboratoires américains sont souvent français. Et dans beaucoup de domaines, on a des laboratoires de premier niveau mondial. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est quoi les principaux défis, challenges auxquels vous êtes confrontés au quotidien et comment vous les surmontez? Marc? Pour innover, si vous voulez, il faut de la techno, mais comme disait Jean-Denis, il n'y a pas que ça. Il faut de l'industrie, le problème de la réindustrialisation qui est énorme. Il faut passer à l'échelle, comme on dit. Concevoir un téléphone portable au meilleur état, comme vous voyez là, un groupe d'une centaine d'ingénieurs spécialisés, on arrive à le faire. Il faut le produire. On va en produire 200 millions. Parce que en dessous, c'est même pas la peine d'en parler. L'enjeu, mais c'est un mur que vous avez devant vous, et si ça se ment pas, et qui va investir, etc. Et donc, c'est bien pour ça qu'on veut être sûr de la technologie, qu'on part pas sur quelque chose de dépassé. Et après, il y a d'autres défis qui sont plus ceux de l'entreprise, qui sont l'industrialisation, la coopération, la supply chain. Mais j'ai l'impression que les territoires ne demandent que ça, de s'industrialiser et... Oui, enfin, ils demandent que ça, oui et non. On n'accueille pas si bien que ça une nouvelle usine. D'accord. On veut un centre de recherche, on veut quelque chose... La limite que c'est ça. Il faut en moyenne 10 à 12 ans pour créer une usine. Et puis il y a peut-être aussi le coût du travail, en France, qui peut-être bien sûr, ça qui peut être un et surtout les taxes de production. Jean-Denis. Produire et Alors, ce coût de travail, il y en a quand même le crédit impôt recherche qui vient, je pense, complètement compenser. Donc, ce n'est vraiment pas un souci. Et puis, si on veut de la qualité, c'est comme toujours. La qualité, ça se paye. La recherche de très bon niveau, elle a un prix, elle a une valeur. À partir du moment où un industriel est convaincu de cette valeur, il n'y a plus de problème de prix du chercheur. Il faut bien savoir que, comme le disait Marc, ce qui coûte cher, c'est de l'industrialisation. La recherche et développement, finalement, c'est des coûts assez marginaux. La difficulté, c'est que la recherche, c'est risqué par définition. Donc, pour arriver à un résultat, vous êtes obligé de suivre plusieurs pistes. Donc, vous devez investir plusieurs fois, des sommes plus petites, mais plusieurs fois. L'investissement dans la recherche, ce n'est pas une prise de risque, c'est une réduction du risque en faisant plusieurs paris en parallèle pour avoir une chance de trouver finalement la solution. Ça, c'est la recette secrète. Elle n'est pas secrète. En fait, on la connaît en théorie, mais certains industriels ont du mal à faire ces choix. Parce qu'effectivement, si vous faites 9 projets de recherche, il y en a peut-être 7 ou 8 qui ne vont rien donner. Il y en a 1 ou 2 qui vont être suivis d'une industrialisation. Donc il faut maîtriser ça, il faut accepter ce risque et le diminuer en suivant plusieurs pistes. Et donc c'est ça votre défi, c'est de faire comprendre que lorsqu'on cherche, on ne trouve pas toujours et qu'il faut enchaîner, continuer. Ça, c'est une information publique, je confirme. La recherche, voilà. On cherche pas toujours. On ne trouve pas toujours, mais c'est parfaitement normal. Sinon, ça ne s'appellerait pas de la recherche. Voilà. Et quelquefois, on trouve ce qu'on ne cherchait pas aussi. Et ça, c'est très intéressant. On trouve parfois ce qu'on ne cherchait pas. Et ça a amené à des innovations et des inventions fabuleuses. Et donc, ce pari sur le long terme, c'est aussi une différence entre, évidemment, un industriel qui ne voit pas à 30 ans et la recherche, qui de toute façon travaille à 10, 20, 30, 40 ans. C'est là aussi une petite difficulté. Et c'est pour ça que les coopérations sont absolument nécessaires pour que chacun apporte ce qu'il a à apporter. On a parlé de l'Allemagne tout à l'heure. Marc, est-ce qu'il y a des pratiques ou des modèles étrangers qui pourraient inspirer vos travaux ici en France ?
Le modèle dont on parle là, il est surtout européen. Les États-Unis ont une autre logique. Si vous voulez coopérer, on ne doit pas faire d'entente entre entreprises. Une entente, c'est voulu. Si vous entendez sur les prix. Sur les prix, ouais. Est-ce que s'entendre sur la recherche qu'on fait en commun, c'est préjudiciable? On pense que non. Aux États-Unis, c'était pas la même chose, mais maintenant, ils s'alignent. Ils vont faire des choses comparables à ce que font les Carnot et les Fraunhofer. C'était décidé l'an dernier. Au Japon, ils ont un système original qui s'appelle les Key Technology Centers, les centres technologiques clés, qui sont chez celui qui est le leader japonais. Et ça peut être une entreprise privée ou un laboratoire de recherche. Il héberge. Oui, et il héberge en plus la bibliothèque nationale concernant ce domaine-là. Il devient le lieu, mais il ne peut pas refuser de chercheurs qui viennent d'autres institutions. Donc, ça veut dire tout ce qui est pré-compétitif et commun, ce qui accélère la diffusion. Une entreprise devient presque secteur public de l'innovation pour un sujet en particulier. Exactement, exactement. Et il y a des beaux modèles aussi en Suisse, en Finlande, mais je ne vais pas vous les player tout. Il y a d'autres modèles en tout cas. J'aimerais qu'on continue notre tour d'horizon. Est-ce qu'il y a selon vous des technologies émergentes ou non, qui vous semblent prioritaires pour développer des nouveaux partenariats entre les entreprises et les instituts Carnot? Est-ce que les entreprises ont une appétence particulière? On parle beaucoup d'IA, mais peut-être il n'y a pas que ça. Tous les ans, on fait une enquête sur les sujets chauds pour qu'on mette en face une offre où qu'on fasse venir les experts. En ce moment, l'IA est partout, donc je passerai dessus, c'est fondamental. Mais il y a un petit phénomène de mode sur l'IA générative. Alors, il y a un domaine qui est très important, qui est l'énergie embarquée. On va dire les batteries, etc. pour tous les véhicules électriques. Est-ce que ce sera électrique? Est-ce que ce sera de l'hydrogène, etc. Non. Les matériaux, on n'en parle pas beaucoup, mais toute l'électricité, c'est des matériaux. Sans matériaux, on n'a pas d'électricité. Là, on a pris du retard. Ça fait longtemps que il n'y a pas un monde fou. Il y a la biologie. Donc, faut pas croire que l'informatique a tout il y a beaucoup de choses derrière. Il y a tous les autres domaines. Médecine, peut-être. Mais bien sûr, le médical, aussi même la mécanique. Donc, nous, on arrive sur tout ça. Je dis en ce moment, c'est plutôt matériaux, mis à part l'IA. Évidemment, le digital, mais ce côté matériaux n'est pas réglé, pile, c'est pas réglé non plus. Il y a le relancé nucléaire qui revient, etc. Jean-Denis, on est à l'heure où on enregistre ce podcast en plein sur la négociation des budgets de l'État. Que peut-on dire de l'investissement de la France sur l'innovation ? Alors, je me restreindrai aux Carnot parce que c'est ce que je connais le mieux. Depuis 18 ans, les Carnot fonctionnent de façon assez originale, c'est-à-dire que nous, on ne reçoit pas une subvention, on reçoit de l'argent pour faire du ressourcement et de la professionnalisation. Ça s'appelle l'abondement, voilà, c'est le terme officiel. Donc le ministère, avec le concours de l'Agence nationale pour la recherche, l'ANR, audite tous les ans tous nos contrats. Il faut savoir qu'on signe un contrat toutes les 10 minutes. Avec les entreprises. Il y en a beaucoup. Ça représente un volume absolument extraordinaire. Et à partir de cet audit, on est capable de calculer le chiffre d'affaires et l'abondement est, pour simplifier, proportionnel ou fonction croissante de ce chiffre d'affaires. Donc c'est une récompense a posteriori sur résultat. C'est très différent de tous les autres systèmes. Ça veut dire qu'un laboratoire qui ne ferait pas de recherche partenariale une année ne recevrait strictement rien. Voilà. D'où l'intérêt de communiquer, de faire des journées des Carnot. De toute façon, c'est dans nos gènes. Un chercheur Carnot fait 5 fois plus de recherche partenariale contractuelle qu'un chercheur non Carnot. De toute façon, tous les Carnot font de la recherche partenariale. Et encore une fois, ils sont récompensés par un abondement qui leur permet de réinvestir sur le long terme. Ça, c'est ce qu'on appelle le ressourcement. Ça permet de proposer des technologies de la science qui sera utile dans 5-10 ans pour les industriels. Et l'autre moyen de progresser, c'est la professionnalisation, c'est-à-dire apprendre à travailler comme un industriel, travailler sur projet, sur résultat, être capable de dialoguer avec un industriel d'égal à égal de ce point de vue-là. Et donc, la vertu de ce système, et c'est ça qui est récompensé par l'État, c'est l'investissement à très long terme de nos laboratoires pour être capable, le moment venu, de nouer une relation professionnelle pour apporter, clé en main, je dirais, une technologie prête, mûre, pour que l'industriel puisse s'en saisir et aller jusqu'au développement du produit. Pour terminer cet échange, j'aimerais vous entendre sur votre vision de l'avenir de l'innovation en France. Quelles sont les actions concrètes qui pourraient être mises en place pour renforcer la position du pays ou de vos organisations dans les domaines de la R&D, Marc? Oui, il n'y a pas que la coopération entre instituts de recherche et entreprises. Notre dernière rencontre nationale des directeurs Inno, R&D, RSE, stratégie, tout ce qu'on veut, et instituts, c'était innovation, l'ère des grandes coopérations. On ne peut pas faire face à toutes ces choses-là tout seul, même si on est un grand groupe. Donc, la coopération inter-entreprise, intra-européenne, entre l'État et les organisations privées, trouver des partenaires et aussi aller
Allez, on trouve à l'international, parce que en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les pays émergents veulent concevoir ce qu'ils consomment. En Inde, ça s'appelle Make in India. Je n'achèterai pas quelque chose conçu à 100% ailleurs. Du protectionnisme. Oui et non, parce qu'ils ont inventé le zéro, la science. Hein. Ils ont acheté 1500 Airbus, hein, pour donner une idée. Non. Donc, on dit maintenant, si on fait, c'est pour nous, c'est notre marché, on conçoit, on fait une partie. Ce qui oblige les gens qui font de la recherche chez nous, elles doivent aller se positionner dans l'écosystème recherche, développement, innovation, loin pour avoir ensuite les marchés. Alors qu'avant, ils n'étaient pas représentants commerciaux. Et c'est un gros défi. On essaie de régler cela. Mais en allant en Inde la semaine prochaine, par exemple. Oui, mais pas seulement. En allant dans d'autres régions où il faut s'installer avec et coopérer. Sinon, la France, c'est 0,7% de la population mondiale. On peut faire tout seul. Hein. Donc ouvrir les frontières de la recherche, de l'innovation. On vend à plus que 0,7% de la population mondiale chez L'Oréal ou Hermès ou Airbus. Donc il faut absolument coopérer dès la phase R&D. Jean-Denis? Alors du côté Carnot, ce que vient de décrire Marc, c'est à la fois une forme de concurrence, clairement, une concurrence internationale, mais aussi une stimulation. Donc nous, notre objectif, c'est au-delà des grands groupes qui sont nos clients majoritaires, c'est plus de la moitié en fait de notre chiffre d'affaires, il est fait avec les grands groupes, c'est d'aller vers les non-clients, c'est-à-dire les PME, les ETI. Bon, tous les grands groupes travaillent avec nous, mais voilà, les acteurs qui travaillent trop peu ou pas du tout avec nous pour plein de bonnes raisons. Et donc, c'est ça notre enjeu, d'aller vers des acteurs à qui on peut fournir une R&D quasiment clé en main, comme je le disais, et donc les mettre immédiatement au niveau des plus grands. Ça, c'est la promesse, c'est ce qu'on va faire dans les années qui viennent, parce que effectivement, le grand groupe international, lui, il a le choix dans le monde entier. Nous, on va peut-être renforcer notre action sur le territoire français. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Jean-Denis Muller, directeur général de l'Association des Instituts Carnot. Merci également Marc Giget, président du Club de Paris des directeurs de l'innovation. Vous avez apporté des éclairages fascinants, soulevé des enjeux cruciaux et des pistes inspirantes pour l'innovation en France et même au-delà. On espère que cette collaboration va continuer de montrer la voie vers un avenir encore plus innovant et durable pour tous. À très bientôt dans Carnot Inside pour de nouvelles explorations au cœur de l'innovation.